Là, on va vous partager de la donnée. Thomas va nous donner des case studies, des split tests qu'il a lui-même réalisés pour pouvoir voir vraiment ce qui fonctionne en ce moment. L'optimisation du taux de conversion, c'est quelque chose qui croise beaucoup de corps de métier. L'analyse de données, du marketing, une bonne compréhension de l'acquisition, des sources de trafic, du niveau d'éducation de ces sources de trafic-là. Il faut croiser des capacités en développement pour être capable d'implémenter ce que tu veux, des capacités en design pour s'intégrer à l'ADA du site sur lequel tu es en train de bosser. On bosse avec des sites sur quasi tous les domaines, pas mal de shops qui sont passés sur Qui veut être mon associé et qui sont assez médiatisés. Les bonnes pratiques, elles sont beaucoup plus simples de tout ce qu'on peut comprendre. Donc à partir de combien de ventes par mois est-ce que je dois réfléchir à faire de l'A/B test? On va faire que de la LTV. On va retaper les comptes utilisateurs, on va aller dans des parties qui sont assez ignorées de la plupart des commerçants et c'est ça qu'on va remettre en question. Et tester, hein. Nous on a testé des trucs, un gros bloc de test, VS rien. Et tant que vous ne l'avez pas craqué, vous itérez. Et vous lui donnez de la variation, vous testez des formats de créatifs. Mais il n'y a rien de mieux que la transparence. Même si tu chiffres en 15 jours, dis-le directement dès le début. Moi, je reçois des messages tous les jours de personnes qui me demandent d'auditer leur site parce qu'ils ne font pas de vente. C'est du B2P, de la vente au pigeon, où vous avez ce produit par exemple. J'ai un exemple, on va balancer, on va tirer dedans. Oh, je peux t'en montrer 2-3 aussi. Hein. Pilotez pas votre taux de conversion et vos stats au day-to-day parce que... Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo e-com. Bien évidemment, aujourd'hui on est avec Thomas. Salut Thomas. Salut, bienvenue. J'espère que tu es en forme et que tu vas bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de conversion. On va voir avec Thomas 8 stratégies qui vont vous permettre de gagner plus avec votre business e-commerce à différents endroits du tunnel de vente. Thomas est le fondateur de l'agence The Deployer, qui est une agence CRO. On va voir ce que c'est, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et il est également le créateur du thème Full Stack, un thème Shopify pour vous aider du coup à mieux convertir avec vos business e-commerce. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Thomas sur un de mes business qui est encore sur Shopify. Il m'a aidé, on a fait une refonte graphique, on a optimisé le tunnel de conversion. J'ai été très satisfait du travail de Thomas. Thomas a également une chaîne YouTube dans laquelle il parle justement d'e-commerce, de Shopify et de conversion. Et donc, je trouvais ça super cool de pouvoir l'amener sur la chaîne, de pouvoir parler avec lui, de le présenter à tous ceux qui ne le connaissent pas et également de parler des tips et des stratégies qu'il a mis en place pour optimiser la conversion. Parce que, et ça c'est hyper important, contrairement à plein d'autres vidéos que vous pouvez suivre où quelqu'un vous raconte la vidéo qu'il a lui-même regardée en anglais, là, on va vous partager de la donnée. Thomas va nous donner des case studies. Thomas va nous donner des split tests qu'il a lui-même réalisés sur les boutiques de certains de ses clients pour pouvoir voir vraiment ce qui fonctionne en ce moment et les stratégies, les techniques marketing qui lui permettent d'avoir plus d'argent. Thomas, j'ai fait une intro un petit peu longue, mais je pense que c'est bien. C'est ça qu'il fallait recadrer un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un one-shot. Hein. Ok, bon, avant de passer sur 8 strates pour optimiser ses perfs, pour mettre en contexte le fait que le CRO, ce qu'on fait, l'optimisation de taux de conversion, rétention panier moyen, parce qu'on peut optimiser toutes les KPI qu'on voit sur un site web, c'est quasi l'endroit le plus oublié dans son funnel. On a toutes les ressources qu'il faut pour tout péter en acquisition, on a toutes les ressources qu'il faut pour bien construire son CRM, etc. et tout ce qui va avec. Par contre, aujourd'hui encore, malheureusement, quand tu vas sur YouTube et que tu tapes optimiser mon taux de conversion sur ma boutique, tu vas avoir que des ressources pour zapper ton étape de panier, faire un direct to checkout, mettre un sticky add to cart, etc. Des trucs qui sont très généralistes, qui apportent malheureusement peu de résultats parce que c'est les premières choses qu'on a remis en question dans notre boîte. Et voilà, donc c'est un truc qui est important à prendre en compte sur cette base-là, c'est que l'optimisation du taux de conversion, c'est quelque chose qui croise beaucoup de corps de métier, de l'analyse de données, du marketing, une bonne compréhension de l'acquisition, des sources de trafic, du niveau d'éducation de ces sources de trafic-là, et elle se base là-dessus avant tout. Donc, on doit comprendre notre trafic, on doit comprendre les données qu'on reçoit sur le site pour être capable d'avoir des bonnes hypothèses d'amélioration et savoir évidemment quoi changer. Du coup, là, pour tous ceux qui nous suivent, c'est ça en fait. Là, c'est la définition du CRO que tu viens de nous donner, de ton métier, qui du coup veut dire l'optimisation finalement de la conversion, et ce à chaque étape. Un autre point important que tu viens de souligner, c'est la qualité du trafic et la compréhension du niveau d'éducation du trafic. Et ça, je pense que la majorité du temps ne le comprennent pas. Les gens font de la pub sur Facebook, ils font des visiteurs, ils font pas de vente, ils comprennent pas pourquoi. Thomas a tout dit. C'est-à-dire que parfois on dit le trafic il est meilleur sur Google que par exemple sur Facebook ou sur Pinterest. Et c'est pas vrai. C'est pas que le trafic est meilleur, c'est que le niveau d'éducation ou le niveau d'intention d'achat du trafic est différent. Et donc là où tout de suite, vous avez compris que Thomas est un vrai professionnel. Il met le doigt dans la réalité, il met le doigt où ça fait mal.
quel est le niveau d'éducation du prospect et surtout, est-ce que nous, on doit éduquer le prospect? Est-ce qu'il va falloir peut-être rajouter une étape intermédiaire? Est-ce qu'il va falloir rajouter des vidéos d'éducation? Est-ce qu'il va falloir rajouter des emails d'éducation? Peut-être avant qu'il achète. Peut-être également, Thomas, est-ce que tu peux nous dire, pour te la mousser un petit peu, quelques marques françaises avec lesquelles tu travailles pour que les gens puissent avoir une idée, du niveau de visite sur lesquels tu fais tes tests au quotidien et la qualité des marques que vous avez l'opportunité d'accompagner en ce moment. Juste pour finir avant, outre la compréhension du trafic et ce que tu fais, il faut croiser des capacités en développement pour être capable d'implémenter ce que tu veux, des capacités en design pour s'intégrer à l'ADA du site sur lequel tu es en train de bosser. Et pour prendre des exemples de sites, on bosse avec des sites sur quasi tous les domaines qu'on va avoir, principalement sur le marché français. Et on a des boutiques qui sont sur les marchés internationaux sur lesquels on fait peu de tests, on fait que de la synchronisation de shop. Comme boutique, tu retrouveras Le Petit Lunetier, par exemple, Sister Republic sur la culotte menstruelle, Boku sur l'aspect bien-être aux toilettes. On a We Are Circles, Flotte sur la partie fashion, pas mal de shops qui sont passés sur Qui veut être mon associé et qui sont assez médiatisés sur des niveaux de trafic qui varient de peut-être 150 000 utilisateurs par mois à un bon million. Ouais. Félicitations, en tout cas c'est beau ce que vous avez bâti et effectivement il y a beaucoup, on va dire, de conseils, il y a beaucoup d'informations sur Internet et très peu de choses qui cut dans le vif et qui nous donnent vraiment le cœur de ce qui a de l'impact. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Tu as des bonnes pratiques et on va en parler. Et les bonnes pratiques, contrairement aux idées qu'on peut avoir ou à tout ce qu'on a pu checker sur Internet, elles sont beaucoup plus simples de tout ce qu'on peut comprendre. Elles se concentrent essentiellement sur ton produit, la personne qui est en face de toi et toujours les fondations de base de n'importe quel business qui s'applique autant au e-commerce qu'à la vente de formation, au lancement d'un business SaaS ou n'importe quoi. Et tant que ces fondations, elles sont pas validées, ça sert à rien de venir ajouter de la complexité dans son funnel, des offres agressives, etc. Parce que plus on va complexifier notre funnel avec ses offres, avec ses compteurs, avec ses promos, avec ses étapes qu'on va avoir, plus on va augmenter le nombre de variables possibles sur lesquelles on peut se tromper et sur lesquelles on peut avoir potentiellement un problème de conversion à la fin. Donc simple, démarrer avec le moins de variables possible ou le moins de friction possible et puis vous ajouterez de la sophistication quand vous avez déjà une base stable, des revenus stables, de la croissance, etc. C'est ça? Exactement. Maintenant, plus tu as de trafic naturellement, et c'est pour ça que nous, on s'adresse à des boutiques qui réalisent un minimum de transactions, plus tu vas être en mesure, tu vas être capable de mesurer ce que tu fais et de piloter chaque changement par rapport à la donnée. Avant, c'est beaucoup plus complexe parce que l'A/B test, ce qu'on fait nous en divisant le trafic de deux côtés principalement pour savoir quelle version l'emporte, c'est accessible à des personnes ou à des typologies de boutiques qui réalisent 1000 voire 2000 transactions tous les mois. C'est pas accessible à tout le monde, c'est pour ça que je te le dis dès le début, restez ultra simple. Donc si on jongle sur le premier conseil, c'est concentrez-vous absolument sur les fondations et si vous voulez, je définis ce que c'est. Effectivement, il y a beaucoup de gens aussi qui se branlent un peu là-dessus parce qu'ils ont regardé une vidéo YouTube sur l'A/B testing. Si vous ne faites pas 10 000 visiteurs par mois, votre A/B testing, il n'aura pas de valeur réelle dans tous les cas. C'est un peu ça que tu veux dire à l'auditoire. Je veux dire que ça se base principalement sur le nombre d'événements que tu veux récupérer et évidemment, toi, quand tu veux augmenter tes profits sur ton site, tu vas vouloir te baser sur le nombre de transactions et de commandes qui ont été effectuées. C'est même pas une question de visiteurs. Oui, bien sûr. La question de visiteurs, ça se fait plus sur ta partie Facebook Ads, tu vois. C'est plus pratique. C'est facile de faire un A/B test sur Facebook Ads. D'ailleurs, c'est intégré à l'algorithme complet. Il va répartir naturellement le budget et ton rôle, c'est de lui donner de la variation parce qu'il enregistre beaucoup plus d'événements que tu enregistres de transactions. Donc, lui, il va mener ses A/B tests sur les clics, le nombre de personnes qui se sont arrêtées et pour peut-être 100 transactions, tu vas avoir des dizaines de milliers d'événements qui ont été créés sur ta publicité. Donc, ton A/B test, il est viable sur la partie publicité parce qu'il a atteint une signification statistique grâce à la quantité de données qu'il engrange. Sur ton site, c'est moins le cas. Et donc, quand tu n'as pas beaucoup de trafic, et c'est comme nous, c'est comme ça qu'on a commencé, on n'a pas visé des gros shops dès le début et c'était compliqué de les avoir sans avoir des case studies de shops moyens et de plus petits, etc. Donc, ce qu'on faisait au début, pour les plus petits shops, tu as les parties tests en acquisition, tu as la partie page tampon, ça, je ne vais pas spoiler ce qu'on va se dire après, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de faire des tests plus gros, à un impact qui était plus massif, comme des tests de prix, ou alors des tests qui récupéraient plus d'événements
comme des tests qui étaient basés simplement sur le nombre d'ajouts au panier, sur le nombre de pages vues, etc., parce que en fait, on récupérait 10 fois plus d'events d'ajouts au panier et 100 fois plus de pages vues que de d'achats. gens. Donc, dans un premier temps, on fait du split test, on va dire, sur la data qu'on a dans le plus grand nombre si on n'a pas assez de ventes. On va en parler juste après. Je recommande même pas de faire du split test dès le début et si t'as pas assez de ventes, parce que si t'as pas assez de ventes, ton seul focus il doit se placer sur l'acquisition. Et si tu commences à intégrer de la méthode de split test sur ta partie site, sachant que c'est chiant à mettre en place, t'as pas les outils comme dans Klaviyo où tu peux diviser simplement tes deux mails et encore moins comme sur la partie publicité où tout est fait automatiquement, t'as juste à envoyer des versions différentes à ton algo. Ça va complexifier à mort ta gestion quotidienne de ton shop et de ta boutique jusqu'à te faire perdre complètement en focus et pas être capable de donner assez de ressources à ta régie publicitaire, par exemple. Donc, à partir de combien de ventes par mois est-ce que je dois réfléchir à faire de l'A/B test alors? Nous, on se base sur 1000. On se base sur 1000. Tu peux commencer à mener des tests qui ont un impact qui est très fort, comme le test de prix, d'offres, de visuels produits, avec un peu moins de visiteurs, mais tu pourras pas enchaîner 50 tests non plus dans l'année et encore moins dans le mois, parce qu'en fait, dans la règle d'un A/B test, il faut que ce soit une seule variable à la fois que tu testes. Parce que sinon tu vas multiplier les conclusions que tu peux tirer. Donc ça c'est vraiment la partie de base. Un test, il doit être fait que sur une seule et unique variable. D'ailleurs, même si tu fais pas de test, je te recommanderais toujours de changer qu'une seule variable à la fois pour être sûr et certain de pouvoir identifier au minimum ce qui se passe, même si c'est soumis à tous les biais possibles et imaginables. Il faut que ce soit un visiteur sur 2. Il faut pas que ce soit une journée sur 2. Pas que tu reviennes changer ta version à chaque fois, parce qu'en fait, dans ton cycle de vente, dans les jours de la semaine, les comportements d'achat ont rien à voir. Tu peux avoir une guerre qui explose en Russie demain et ton trafic et la réaction de ton trafic qui bouge du jour au lendemain. Il faut que le test il dure suffisamment longtemps et qu'il engrange assez de données. T'as ce mix entre les deux où si t'as pas beaucoup de données, ça sert à rien de faire durer ton test 3 mois parce qu'en fait tu vas avoir un changement de saisonnalité même pendant ton test qui peut affecter aussi la pertinence de ce que tu es en train de tester. Et donc ni trop court, ni trop long. Ni trop court, ni trop long. Et pendant cette période, évidemment, il faut qu'il enregistre assez de transactions pour que tu puisses te baser sur de la donnée fiable, pas du hasard, parce que tu vas jouer à la roulette ou n'importe quoi. C'est possible que tu tombes 8 fois de suite sur le rouge. Ça veut pas dire qu'à la fin, t'as pas 47,5% de chance de tomber sur cette couleur-là. Juste dire que ces calculs-là, ils sont basés sur des grands nombres et qui sont significatifs. Exactement. Et donc, c'est pour ça, par exemple, pour vous donner un exemple concret, on a fait un test du coup sur la boutique de yoga. On l'a laissé runner pendant 3 semaines. C'est une boutique qui fait à peu près entre 600 et 1100 euros par jour de chiffre d'affaires, entre 20 et 30 transactions par jour. Il nous fallait ce laps de temps de 3 semaines pour générer suffisamment de transactions pour qu'on puisse pouvoir tirer de réel. Et tu as des trucs aussi avant d'enchaîner. Pilotez pas votre taux de conversion et vos stats au day-to-day parce que ça arrive à tout le monde, surtout quand tu as Facebook par exemple comme source d'acquisition principale, quand tu envoies du trafic à chier du jour au lendemain, le temps que parce qu'il y a des variations dans l'algo, il y a des mises à jour et c'est normal. Et surtout si tu fais un test comme ça, comme on a fait par exemple sur la boutique, le lendemain si les stats s'écroulent, tu restes près de tes stats, tu essayes de découper un petit peu, par exemple, tu vas ressortir ton trafic organique parce qu'il achète pas, il vient juste s'informer, ou du moins la plupart du trafic blog qui est informationnel pour essayer d'avoir de la donnée le plus pure possible et la plus précise possible des utilisateurs qui naviguent et qui sont soumis au test qu'on est en train de faire. Et par rapport à ça, tu laisses tourner quand même assez longtemps pour être sûr de tirer une conclusion qui a du sens. Pour que les gens puissent avoir une vision, on peut espérer quoi du coup quand on fait à peu près 30 000 euros de CA et qu'on va dans cette direction-là? C'est quoi le niveau de magie que tu as déjà été capable de réaliser toi sur une boutique? On parle de passer de 1% à 3%, de 2% à 3%, d'améliorer le panier moyen de 20%. Qu'est-ce que tu vas chercher comme amélioration de métriques? Alors, nous, on adapte naturellement les métriques qu'on va chercher et l'objectif des tests qu'on fait par rapport à l'objectif de la boîte. Il y a des boîtes qui sont très frustrées par leur taux de conversion, qui ont un panier moyen qui est assez élevé pour eux et sur lesquels on va faire que des chantiers conversion. Il y en a qui ont déjà pas mal sorti ces chantiers-là, qui ont amélioré leur site 100% autour de leurs utilisateurs, qui ne sont pas frustrés par leur taux de conversion, mais qui veulent juste augmenter la valeur de leur boîte et se concentrer à 2000% sur la LTV. On va faire que de la LTV.
on va retaper les comptes utilisateurs, on va aller dans des parties qui sont assez ignorées de la plupart des e-commerçants, et c'est ça qu'on va remettre en question, en accord avec les teams CRM, etc., les points de fidélité, tout ce que tu veux. Donc déjà, ça dépend juste de l'objectif de la boîte et où tu en es. Une donnée, si tu me la donnes, on peut faire du simple au double. Il nous faut juste du temps. Il nous faut juste du temps parce que ce qui se passe dans notre process, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Le but, c'est qu'on ne publie jamais rien qui a un impact négatif sur le site et que tout ce qui est négatif comme positif serve dans notre apprentissage et dans ce qu'on va lancer après. Donc, si on soumet un test, on est toujours capable de revenir en arrière. C'est pour ça que même sur la partie technique, si on y plonge à un moment, c'est une autre manière de développer. On ne développe pas pour changer, on développe pour soumettre à une expérimentation et être capable de revenir en arrière sans abîmer la version actuelle du site. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. On peut toujours revenir en arrière. Si ça marche pas, ça veut pas dire qu'on est nul. Ça veut juste dire qu'on avait une hypothèse, qu'on s'est trompé, qu'on a appris et qu'on va écarter les hypothèses qui vont dans le même sens pour se concentrer sur les autres. Et le but, c'est d'ajouter des briques en continu. On va avoir en moyenne un test sur 3 qui passe. On peut faire en moyenne 4 tests par mois sur les boutiques sur lesquelles on travaille. Donc, sur 6 mois à 1 an, on peut avoir des perfs qui sont assez impressionnantes sur les paniers moyens, sur le taux de conversion et sur la LTV, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer à court terme, c'est plus long terme. Ça prend un petit peu plus de temps, mais pour te donner un exemple, sur des boutiques qui aujourd'hui tournent très bien, on a déjà augmenté de plus de 15 € un panier moyen qui était à 40 quand on est arrivé et 55 quand on est parti. On a déjà doublé des taux de conversion sur la durée, sur à peu près 6 mois de travail, et doubler un taux de conversion, c'est doubler ses profits de la part du même argent investi en publicité. C'est le truc le plus important à prendre en compte dans notre travail, c'est qu'on est en train d'ajouter des briques et qu'on est en train de tirer plus de profit de l'argent qu'on a déjà spend. Félicitations, ok, super. Donc 3 métriques principales, conversion du visiteur au client, LTV, panier moyen, c'est principalement les 3 endroits sur lesquels vous bossez. Voilà, les variables qui forment ton profit. Donc nous, on n'intervient pas sur la partie ads, mais notre rôle, c'est de comprendre. On n'intervient pas sur la partie CRM, mais notre rôle, c'est de comprendre parce qu'on a une place assez centrale dans le funnel. Et si tu divises ton profit, c'est tes visiteurs fois ton taux de conversion, fois ta LTV. LTV, entre parenthèses, c'est ta fréquence de commande, le nombre de fois où ton visiteur revient multiplié par ton AOV, donc ton panier moyen. Et donc ça, après, il y a plein de sous-variables sur lesquelles tu peux agir, mais c'est le principal, et auquel tu soustrais tes coûts fixes comme variables et tes taxes. Super. Dans tous les cas, on vous mettra un lien si vous voulez bosser avec Thomas et son équipe. Il ne prête pas de nouveaux clients avant 2024. Il faut que vous ayez, vous l'avez compris, au moins 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel et une boîte en général en croissance avec des beaux objectifs et des problématiques de CRO, de conversion pour bosser avec eux. Ceci étant dit, passons au conseil numéro 2 du coup, qui est celui de se focaliser sur le trafic, sur l'acquisition dans un premier temps, c'est ça? Même si on en a déjà un petit peu parlé. Je creuserais bien le numéro 1 en définissant vraiment ce que sont les fondations, parce que c'est le truc qui est le plus négligé. Typiquement, aujourd'hui, j'arrive encore sur des sites qui font des centaines de milliers d'euros par mois et qui n'énoncent pas clairement leur proposition de valeur quand on arrive sur le site. On a un slide qui va annoncer genre le nom d'un produit que personne connaît en nouveauté sur le slide principal et qui établit pas le contexte de la part de boutiques qui reçoivent plus de 80% de nouveaux visiteurs sur le site. À faire sur les fondations, vraiment, que vous ayez déjà une boutique, que vous lanciez une boutique, que vous marchiez déjà super bien, que vous soyez satisfait ou non de vos stats, c'est la base à prendre en compte. Je ne vais pas aller sur la base, vous dire ayez une marge qui soit suffisante sur vos coproduits, on va se concentrer directement sur la partie site. Proposition unique de valeur claire, on doit pouvoir savoir en tant que nouvel utilisateur, est-ce que ce site est fait pour moi et est-ce que ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin, et on doit le comprendre en quelques secondes seulement. Les visuels de produits, ça c'est la base, et c'est pareil, ça fait partie de la partie haute de ce qu'on appelle la pyramide de l'impact. C'est la première chose que ton utilisateur voit quand il tombe sur ta fiche produit. C'est responsable de l'engagement que tu vas avoir sur ta fiche produit, et les premiers visuels de produits qui sont listés, ça se teste. C'est des choses sur lesquelles tu peux itérer. Tu peux même mettre, il y en a de plus en plus qui intègrent leur description de fiche produit à l'intérieur de leur visuel, où on n'a plus un visuel qui est concentré exclusivement sur le produit, mais on a plus des formats de slideshow un peu à la Amazon, où on va ajouter de la preuve sociale, on va ajouter nos réassurances, on va communiquer sur les bienfaits du produit à l'intérieur du carrousel d'images. Ça nous fait une manière verticale et horizontale d'être éduqué sur notre produit. Imaginez, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que tu viens de partager, imaginez une slide sur Insta avec des bullet points sur la slide, par exemple, sur l'image, avec directement, par exemple, les bienfaits ou des choses comme ça mis en avant, ce qui permet finalement, quand la personne est sur mobile, qu'elle slide uniquement, qu'elle ait un maximum d'informations à l'écran à travers les images, quoi. Très simple. Exactement.
ça va dans le fait que des gros copywriting, ça se fait de moins en moins sur des boutiques e-commerce et qu'on opte de plus en plus pour des structures dites scannables. Donc, on va avoir des sections, même si la partie base de la fiche produit, c'est pas celle sur laquelle on se concentre le mieux parce que si tu plonges sur tes données, tu perds déjà 70% de ton trafic après ton ad carte. Donc, sur la partie haute, il faut que ce soit visuel, il faut qu'on comprenne en balayant le regard et sans donner de l'attention vraiment sur une mention texte ou n'importe quoi. Ça passe par les visuels produits. Et à l'intérieur des visuels produits, je vous recommande à tout prix, et ça se fait de plus en plus, d'insérer aussi des vidéos parce que c'est la manière dont la communication évolue sur tous les supports. Concentrez-vous ensuite sur vos titres de produits et bienfaits principaux. Donc ça va être le titre du produit. On communique pas juste le nom du produit, on peut communiquer son outcome directement à l'intérieur, et c'est un des trucs les plus impactants. Et sur les bienfaits du produit, c'est des choses à remonter directement avant ta sélection de variantes, de résumer en 4 bullet points ou 2 à 4 bullet points ce que la transformation que notre produit va nous permettre de réaliser. Naturellement, offre et prix, objection numéro 1, et ce sera toujours l'objection numéro 1, peu importe la boutique que tu as, peu importe le business que tu as, ton prix sera toujours le frein principal à l'achat. Et l'offre, c'est une manière pour toi de commencer à ridiculiser ou justifier du moins ton prix, ou alors challenger ton utilisateur vers plus de quantité ou des groupements de produits. On l'oublie et on fait pas assez gaffe, mais un tunnel de vente fonctionnel. Je suis pas en train de vous dire de mettre de la grosse feature ou des trucs dans le genre, mais ayez un funnel qui fonctionne et testez-le, cliquez sur tous vos boutons, faites une fois, faites 2 semaines au strict minimum et faites des achats. Sur votre propre boutique, vous êtes responsable d'une boutique e-commerce, faites des achats avec, sans livraison, avec un ou plusieurs produits à l'intérieur, vérifiez la cohérence, c'est le truc le plus important. Tu annonces un tarif de livraison à 60 € que tu as changé il y a 2 semaines, si tu n'as pas changé les annonces ou les trucs dans le genre qui le font à l'intérieur du site, c'est indispensable que tout soit cohérent et qu'on n'ait pas à remettre en question les propres choses que tu fais. Pareil sur les calculs. Genre, si je fais une offre sur la quantité, je communique obligatoirement la réduction qui est faite en pourcentage sur mon offre, et je communique le prix unitaire de mon produit sur les différentes quantités, et je laisse pas mon utilisateur faire des calculs lui-même de son côté à se dire tiens, attends, si ce truc, etc. Faut que les seuls trucs qu'il ait à réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante et comment j'y accède. Mettez en place les patterns que vous trouvez chez la concurrence dans un premier temps. Vous n'avez pas de données, si vous lancez la boutique encore plus, et si vous n'avez pas assez de transactions, vous allez checker tout ce qui se passe chez les concurrents, vous tirez les points communs entre ces derniers. Vous avez des apps comme Wappleizer, qui est un plugin Chrome qui vous permet de savoir si un concurrent fait de l'A/B testing. Nous, c'est ce qu'on regarde en premier, parce que si c'est quelqu'un qui a un cancer, qui a une vraie méthode d'optimisation, on va un petit peu plus quand même se baser sur ce qu'il fait, surtout pour définir la base de notre funnel et le niveau d'information qu'on va communiquer sur les parties hautes. Donc on a vraiment un spy, enfin ce côté espionné, ce côté toujours aller prendre les meilleures choses chez les gens, et on ajoute ce petit truc de Wappleizer pour aller voir si le mec travaille justement sur sa conversion et son testing. Exactement, pour être sûr et certain qu'il est éduqué, qu'il a un bon niveau d'éducation sur la manière dont il optimise ses perfs. Et généralement, tu le vois vite. Et sur ton analyse de concurrence, tu checkes les sites, mais tu checkes son acquise. Tu cliques sur tous ces call to action d'acquisition. Tu regardes s'il a des pages tampons, des advertorials, des landing pages, des trucs dans le genre. Tu regardes comment il communique, s'il redirige directement son trafic vers la page d'atterrissage que toi tu as construite ou pas. Ça dépend des typologies de business. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'éducation que la normale. D'ailleurs, comment est-ce qu'on sait si une boutique Shopify elle marche bien? Est-ce qu'il y a des petits tips là-dessus? Ouais, à l'époque, si toi tu as fait du drop, tu avais des petits plugins qui te remontaient un peu les dernières transactions. À quel point c'est fiable? Peut-être que tu le sais mieux que moi si tu l'as déjà fait sur des boutiques. À l'époque, nous on regardait, tu sais, il y avait un outil en fonction de l'URL, on était capable de savoir le volume de trafic mensuel. Oui, ça même via un SEMrush ou d'autres outils, tu es capable quand même de le savoir. Mais là tu avais le volume réel par rapport à l'hébergement, tu vois. C'est ce que j'utilisais à l'époque pour savoir un peu quels étaient les meilleurs sites Shopify. myip.ms, un truc comme ça, je suis pas sûr. Mais il n'y a pas particulièrement de stratégie de ton côté, en tout cas là-dessus, pour savoir si une boutique cartonne ou pas. Il y en a 2. Je regarde s'il y a plus de 20 créas qui tournent en simultané sur Facebook. Je regarde l'engagement sur les pubs. Et quand j'arrive sur le site, je regarde les ressources qu'ils ont associées au site. S'ils ont un software de heatmap et d'analyse.
s'ils ont d'autres softwares d'analyse qui sont plugués sur leur boutique, et tout ça, je le sais via mon petit plugin. Et évidemment, s'ils font de la B-testing, c'est quelque chose que je vais prioriser, ou du moins, je vais donner un petit peu plus d'importance à ce client. Et puis, au fur et à mesure, par rapport à ce que je vois, tu me mets 2 funnels, je vais pouvoir un peu estimer. Ouais, ça, c'est l'expérience. Tu as développé ton Sharingan. Lequel est full DA, design et peu performant, lequel est full marketing et on n'a rien à foutre de l'aspect visuel de son funnel, et lequel rassemble bien les deux à un bon branding efficace et une bonne offre, bien communiquée, etc. J'avais un dernier point maintenant sur cet aspect fondation, c'est les choses à éviter. Il y a un truc qui est important et que les gens font de base. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, mais quand on a peu de produits, on essaye volontairement de complexifier un petit peu notre navigation pour que ça fasse enrichi, habillé et fourni. On va diviser, par exemple, si on a un seul produit, on va diviser ces variantes de couleurs en produits uniques et on va envoyer notre utilisateur vers une page de collection qui sert littéralement à rien. Et nous, on a des tests qui appuient ça. Quand on limite le nombre de clics, alors que ce soit depuis l'entrée du funnel, voire même sur la fin, on évite à l'utilisateur de se perdre dans son chemin de réflexion, et on le laisse concentrer sur notre proposition de valeur, le produit, et ça, sa propre situation à lui. Et plus on va ajouter de parasites comme ça, d'éléments qui servent à rien, qui sont un peu bullshit sur notre site, plus on va prendre le risque de le perdre, de faire perdre en focus à notre utilisateur. Deuxième truc, c'est comme je disais, les visuels produits, ça fait partie de vos fondations. Donc, évitez au maximum de dupliquer de manière bête et méchante des visuels produits que vous trouvez ailleurs. Encore moins sur des concurrents. Ensuite, on a toutes les grosses features, donc les compteurs, le nombre de visiteurs en ligne actuellement, les pop-up fear of missing out, etc. Il y a des trucs qui ont marché, il y a des marques qui sont beaucoup plus marketing, sur lesquelles ça a un impact assez fort. Il y a des marques qui sont pas forcément promo et qui ont un trafic qui fit à leur valeur, et dès qu'on va mettre un petit compteur ou un truc dans le genre, ça va avoir l'effet totalement inverse que ça pouvait avoir. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie, et surtout pas au début, quand on est en train de tester simplement son marché et d'essayer de stabiliser du trafic. C'est des éléments à mettre en place quand on a compris qui venait sur le site et à quel endroit ou de quelle manière on pouvait le communiquer. Il y a les réductions. Ça, je le vois encore et on peut en parler. Pour moi, c'est ultra important de ne pas avoir de réduction injustifiée, et encore moins toute l'année, qui tourne sur notre site, parce que ça va être de plus en plus dur. Plus le temps va passer, plus ton business va marcher, de t'en détacher. Ça va réduire l'impact des vraies périodes de promotion en arrivant Q4. C'est une frustration au quotidien parce que c'est la rentrée, c'est la fête des pères, c'est la fête des mères. Je dois changer ma mention sur le site pour donner de la justification à ma promotion, et ça fait baisser ta valeur perçue à long terme. C'est bien pour ta conversion peut-être court terme sur certaines typologies de produits ou de personnes, mais à long terme, si tu veux te concentrer sur un chantier de LTV, faire racheter des clients qui sont sur la même promotion que l'année dernière quand ils sont venus, ça la fait un peu moins. Pour moi, une réduction qui est justifiée, c'est une réduction sur laquelle on va grouper plusieurs produits. On va faire un petit mix and match, on va forcer un petit peu plus la quantité, on va ajouter un petit e-book en plus à notre commande pour avoir tous les niveaux d'information qu'il fallait sur la manière dont on pouvait utiliser le produit, et tous les conseils qu'on peut ajouter autour. Tout ça agit comme de la promotion, et en plus de ça nous permet de rendre le funnel un petit peu plus smooth et donner un vrai intérêt à l'utilisateur de dépenser plus sur notre boutique et d'acheter maintenant. On a parlé des gros blocs de texte pas scannables pour pas se perdre dans le funnel et dans le contenu, et surtout je vois encore beaucoup de boutiques qui noient des informations qui participent et qui contribuent à la prise de décision de l'utilisateur dans des gros blocs de texte qui sont imbouffables, illisibles, avec zéro texte en gras, zéro titre, zéro visuel pour l'imager. Et pire, je vois encore trop de boutiques qui cachent des informations indispensables à la prise de décision sur des pages notre histoire, en savoir-faire, ou des trucs dans le genre notre production que personne ne visite. Donc structurer aussi efficacement vos fiches produits, et je pense qu'on est bon pour la partie fondation. Pour la partie fondation, pour donner un exemple également d'un travail très concret, très simple, que nous on a mis en place sur l'intégralité du parc e-comics, qu'on a également mis en place ensemble. Alors je te l'avais pas demandé non plus sur la partie yoga, c'est de détacher 2-3 points, 2-3 bénéfices produits
2-3 bénéfices clients tout de suite visibles en dessous du pricing. Ça rajoute pas beaucoup de contenu, ça met en avant tout de suite les bénéfices produits et potentiellement suffisamment pour générer le add to cart. Et ça, effectivement, on va être beaucoup plus sur du contenu comme ça. Sortez les bullet points qui sont importantes de votre texte un peu long, mettez-le en avant juste au-dessus du add to cart et potentiellement, ça sera suffisant pour générer la vente. Carrément. Et tester, hein. Nous, on a testé des trucs. Je sais pas si je retrouverai ce test parce qu'on avait fait ça au début. J'avais testé un gros bloc de test VS rien. Je mettais pas d'informations. Ouais, aucune info. Et en fait, j'avais une version qui était similaire. J'ai pas de version gagnante, j'ai pas de version perdante. Ça veut juste dire que ça ne change. Que les gens ils s'en foutaient du contenu alors. Et qui ne plongent pas dedans. C'est des tests qui peuvent être remis en question en fonction de l'âge de ton trafic ou des trucs dans le genre, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de naviguer sur ton site. Et c'est un test qu'on avait fait qui était assez intéressant. Ça paraît lunaire quand même d'imaginer que sans description produit, on vend d'autant. On avait quand même les bienfaits qui étaient communiqués. On avait les bases, on avait l'offre, on avait le pricing et tout, etc. C'était juste qu'on avait un gros bloc sous la carte qui résumait ce que faisait le produit, d'où il vient et qui calait quelques informations intéressantes à l'intérieur. On a simplement retiré. Numéro 2. Et ça, c'est le truc à faire de base. Testez autant de pages d'atterrissage que vous avez d'angles marketing ou de manière de parler de votre produit ou de raison d'acheter votre produit écologique, économique, résistant, je sais pas, bon pour la santé ou autre. Généralement, ce que font la plupart des e-commerçants, c'est qu'on va créer une fiche produit assez globale sur laquelle on va annoncer nos 4 bienfaits, économiques, écologiques, santé, etc., et tout ce que tu veux. Et on va envoyer tout notre trafic dessus, sachant que on est assez éduqué sur la partie acquisition à diviser ces angles-là, à plus prioriser la partie écologique et de la partie santé parce que ça fait plus sens et c'est lié aux audiences qu'on va aller target sur notre pub. Mais personne ne le fait sur la partie site ou presque, en tout cas ça se fait de plus en plus. C'est de se dire que la personne qui a été target et pour laquelle on a attiré son attention grâce à l'aspect plus écologique de notre produit doit tomber sur une page d'atterrissage qui met en avant principalement la partie écologique, qui n'exclut pas la partie santé, mais qui accentue plus sur un levier marketing, quoi. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des pages de destination différentes par rapport à la qualité du trafic qu'on envoie, quoi. Vous avez 3, voire 10 solutions, mais les principales, c'est premièrement, la plus simple, c'est juste de faire des variantes de ta fiche produit. J'ai une vidéo qu'en parle, tu fais juste un modèle de fiche produit sur Shopify. Naturellement, tu peux pas assigner 50 modèles à un produit, c'est un produit, un modèle. Par contre, tu peux forcer l'affichage d'un modèle dans l'URL. Et donc, moi, je peux donner plein de liens à mon acquisition et lui dire quand tu parles d'écologie, tu me prends la fiche produit qui est structurée pour l'écologie. Maintenant, mon trafic de base qui se balade sur mon site, il restera sur la version globale de ma fiche produit. Donc, soit tu le fais sur la fiche produit. Et quand tu fais la vente, on sait que c'est telle variante qui a fait la vente. Alors, nous, on arrive à l'identifier parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre des attributs dans une commande ou même via Analytics parce qu'en fait, ça compte comme une URL à part. Et donc, la conversion est attribuée à la page d'atterrissage. Le moyen le plus simple, c'est via Analytics de ton côté. Nous, on peut l'isoler à l'intérieur des labels qu'on attribue à une commande ou n'importe, mais c'est pas le plus simple à mettre en place. Ouais, donc, par contre, le plus simple à mettre en place quand tu veux changer tes pages d'atterrissage, c'est de le faire via des modèles de pages bêtes et méchants, des versions différentes de ta page d'atterrissage habituelle. Après, tu as les pages tampons. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites, ça, entre guillemets, advertorial, etc. Avant, du coup, que les gens arrivent sur la fiche produit classique de votre produit, ils vont arriver, par exemple, sur une espèce de page de contenu, sur une espèce de page de texte, de vidéo, dans lequel on va les éduquer, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a certains clients avec lesquels on prend tout en charge, notamment particulièrement les versions de fiches produits. T'en as d'autres, c'est l'acquisition qui s'en charge directement. Et nous, on arrive, ils ont déjà ce process en place. Et t'en as chez qui on fournit simplement une structure de base. Et c'est le client final qui s'occupe de remplir le contenu parce qu'il connaît mieux et maîtrise mieux cette typologie de produit que nous. Et à la fin, on est là pour avancer ensemble. Donc, peu importe qui le fait, tu vois, tant que l'initiative, elle est là et qu'à la fin, on a un meilleur niveau d'éducation de notre trafic, surtout le trafic broad qui arrive en vraiment top funnel de notre source d'acquisition qui peut être Facebook comme n'importe laquelle, eh bien, ça a du sens. Est-ce que ça, c'est pas uniquement sur des produits très high ticket, sur des produits technologiques ou sur des produits plus complexes? Est-ce que tu as pu voir différents cas de figure pour ça? C'est comme sur la formation, tu vois, tu peux faire une VSL
Excel pour vendre une format étiquette et diriger vers un call de closing et te dire que c'est destiné à un produit qui est supérieur à 2000 €. Mais en réalité, tu sécuriseras beaucoup plus d'éducation et de perte de prospects à chaque étape si tu mettais ça en place, même sur des plus petits produits. En tout cas, moi, je trouve que ça a du sens. On le met en place sur des produits de 50 à 500 € et ça dépend. Pour moi, il faut juste y aller étape par étape. Je te disais, et on va en parler après, changer qu'une variable à la fois. La version où je vais créer juste une version de ma fiche produit dans laquelle je vais changer juste mon titre et mes 4 bénéfices, elle a du sens dans un premier temps parce que c'est le seul truc que tu changes quand tu divises ton trafic. Là où si tu passes à de la landing page ou un advertorial, je change la structure, je change le discours. J'ai pas de produit sur la partie haute de ma page. Il vaut mieux faire cette transition vers la réelle landing page, celle qu'on voit passer de plus en plus, au fur et à mesure, plutôt que de passer de ma fiche produit globale dans laquelle je redirigeais tout mon trafic à quelque chose sur lequel j'ai changé toute ma structure, tout mon discours et que j'ai même plus de produits sur la partie haute. Tu vois. Très intéressant. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi on parle. Il y en a peut-être beaucoup qui savent que la majorité de ces stratégies-là sont utilisées pour vendre beaucoup de scams. Parce qu'en général, c'est ce qu'on fait sur des business un peu à la Tuganbara, quoi. C'est du B2P, de la vente aux pigeons, où vous avez ce produit, par exemple. Et j'ai un exemple, là, tiens. J'ai un exemple, on va balancer, on va tirer dedans. Ça va montrer un peu un exemple pour tous ceux qui se connaissent pas. Je peux t'en montrer 2-3 aussi. Hein. Ouais, alors voilà, je vais montrer un exemple crado et lui va nous montrer un exemple un peu plus propre à mon avis. Donc là, admettons, on a une publicité vidéo ou une publicité image sur un problème des oreilles pas nettoyées avec cette image complètement dégueulasse. On est sur un format type un peu news, article, etc. Même si certains sites sont beaucoup plus agressifs sur cette partie, sur lesquels vraiment on a une espèce de faux journal qui est construit. Là, c'est un peu moins le cas, on a quand même la date, petites étoiles, et puis là, on a un texte qui nous raconte la complexité de laver ses oreilles ou je sais pas quoi, les mauvaises utilisations, donc les mauvais produits à utiliser, le coton-tige, le truc, le machin, et là, la solution. Cette solution révolutionnaire avec un espèce de petit truc en plastoc qui nous explique comment ça fonctionne avec une vision scientifique, avec des images découpées, avec un petit trust pilote des familles. Est-ce que ça vaut son prix, etc. Et là, on est sur une première page de destination. On a déjà mis en avant l'offre, entre guillemets, mais on ne peut pas acheter. Et du coup, c'est en cliquant pour vérifier la disponibilité, non pas acheter, mais est-ce que j'ai la chance de pouvoir l'acheter, qu'on va arriver sur une deuxième page avec la remise à moins 70%, la commande, on a un rappel des fausses solutions. Et là, on a une page de vente qui est épique, avec un docteur finlandais incroyable. Et quand on clique, finalement, la marque a disparu, c'était que sur la miniature. Le mode d'emploi, le truc, le machin. Avant qu'on arrive du coup sur une page de bon de commande, avec bien évidemment une offre bundle où plus t'en achètes, moins ça coûte cher. Et en général, il y a aussi un petit order bump et puis un one-click upsell sur ce type de truc. Ça, c'est ce qu'on appelle un advertorial très, très, très agressif dans le milieu du dropshipping. En général, c'est un peu mensonger. Vous allez tomber sur des histoires incroyables de cette petite famille qui vit dans une montagne reculée de la Chine et qui a trouvé cette pierre miracle qui va vous apporter l'abondance. Voilà, c'est ce type de business en général qui utilise ces méthodes-là. Mais clairement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue optimisation, de l'éducation, de la conversion, de la création de l'offre one-shot vente, c'est des génies. C'est ce qui se fait un peu de plus pushy d'un point de vue market. Ça ressemble à quoi un advertorial un peu plus quali, un peu moins pushy? Moi j'ai des mix, c'est un mix advertorial landing page. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces steps-là, ils sont pertinents, mais pas pour 100% du trafic. C'est encore une fois s'adapter au niveau d'éducation de mon trafic et comprendre que même à l'intérieur de Facebook Ads et encore plus, si je commence à croiser mes sources d'acquisition, je vais avoir un niveau d'éducation qui est différent. Le public qui arrive sur mon article de blog, il convertit généralement à 0,01% et il rebondit à plus de 80%.
mon trafic qui arrive depuis Facebook Ads et qui va arriver sur une fiche produit et qui a été éduqué par un visuel assez dynamique et surtout sur lequel on l'a arrêté pendant son scroll, naturellement, il n'a pas le même intérêt pour la marque et il vient pas pour faire la même chose. Et pareil, sur la personne qu'on a arrêtée pour la première fois et qui est en train de découvrir notre marque, VS celle qu'on retarget sur notre canal X depuis 7 jours d'affilée. Versus Google, le gars qui veut acheter du café concentré, même chose, pas le même intérêt, pas la même navigation. Exactement. Donc, généralement, les personnes qui vont venir de nos campagnes de shopping sur des requêtes transactionnelles ou les personnes qui vont venir sur notre retargeting, ils vont tomber sur notre fiche produit classique et générale, celle qu'on va trouver ici. Les autres, ils vont soit tomber sur une offre, comme on va le retrouver ici, où ça c'est vraiment une landing isolée. Techniquement, je crois que je peux même pas cliquer sur le logo. Et là, on va redéfinir la base avec eux sur tous les bienfaits du produit, toute la partie argument d'autorité, preuve sociale, et ça, on va appuyer dessus. Et après, tu as un peu l'entre-deux, mi-advertorial, mi-landing page, qui met en place, par exemple, où on retrouve aussi, il me semble que je le retrouve sur des marques françaises, genre Huggies, par exemple. J'avais vu un truc avec des couteaux, un mec qui envoyait du trafic sur des couteaux fabriqués en France, très détaillés. Il envoyait ça vraiment sur une page très très longue, quoi, qui ne ressemblait pas du tout à un format e-com traditionnel. Ok, ouais, c'est intéressant. Bon, bah là, tu vois, sur celle-là, on a l'aspect vraiment éducation, les 8 raisons format article, mais on a l'aspect aussi très visuel où je comprends que mon utilisateur passe de moins en moins de temps à lire et à moins en moins de temps à concentrer sur mon site, mon discours et sur la publicité qu'il vient de cliquer. Je dois être efficace sur la manière dont j'image mes propos. Il doit comprendre que le point 5, c'est le truc qui le concerne et c'est là-dessus qu'il va s'arrêter. Et pour ça, il y a que le visuel ou ton titre qui doit être efficace pour lui mettre de l'attention là-dedans, et peut-être que tes informations qui vont convertir ton utilisateur vers le bouton profiter de l'offre, parce que oui, c'est une action de conversion. En tout cas, c'est intéressant, quoi. Il y a vraiment des variantes à un moment donné quand on commence à faire beaucoup de volume. On sort un peu de l'e-commerce traditionnel pour aller sur des pages, plus de contenu, plus de détails, avec des pages différentes, des structures différentes. En fait, c'est toujours pareil, c'est de se dire que moi, j'ai réussi à stabiliser certaines stats sur chaque étape de mon funnel. J'ai 100% sur 100 personnes qui voient ma pub, j'en ai peut-être 10 qui cliquent. Sur les 10 qui cliquent, j'en ai 5 qui ajoutent au panier. Dans ce cas, très bien. Mais toi, tu vas toujours vouloir revenir sur le fait que de 10, on a envie qu'il y en ait 12 qui cliquent, que de 5 ajouts au panier, j'ai envie d'en avoir 7. Et c'est en contrôlant des petites variables comme ça que tu vas avoir un impact énorme sur l'intégralité de tes perfs. Pas en prenant juste ta transaction à la base et en te disant que je vais me concentrer seulement sur les personnes qui achètent, peu importe à quelle étape ils arrivent ou d'où ils viennent. Très bien. Super. Make sense. Point 3. Au début, concentrez-vous exclusivement sur l'acquisition. On en a parlé, hein, ça va aller vite sur la suite. Donc, respectez les bases et les fondamentaux. Et ensuite, mettez toute votre attention sur votre source de trafic principale, que ce soit du SEO, que ce soit n'importe quoi. Choisissez-en une seule, surtout dans un premier temps. Si vous êtes à l'aise avec certaines régies, vous pouvez lancer des campagnes de retargeting ou installer le pixel de n'importe quelle plateforme sur votre boutique pour commencer à engendrer un petit peu de données. Mais concentrez-vous que sur une seule source de trafic principale et craquez-la. Et tant que vous ne l'avez pas craqué, vous itérez. Et vous lui donnez de la variation, vous testez des formats créatifs, sourcez des formats créatifs. Si vous n'avez pas d'idée de trucs à tester, vous allez voir tous vos concurrents, tout ce que vous pouvez voir. Il y a des milliers de choses qu'ils font. À chaque fois que j'allume un Facebook Ads ou une bibliothèque publicitaire, je tombe sur des nouvelles manières de communiquer sur un produit qui dépasse de loin la vibe de l'UGC. Et ça vous permet de placer votre focus au bon endroit et d'itérer que sur une seule variable. Et dès que vous avez stabilisé votre trafic, vous pouvez remettre en question toutes les variables qui vont agir sur vos performances globales. En tout cas, à ce niveau-là, des belles photos, des beaux visuels, essentiel aujourd'hui pour cartonner en e-commerce. Belles photos, bon visuel, parce que c'est la première manière de communiquer son message. Et c'est le truc que tu vends à la fin. Parce que la personne, elle n'a pas elle a pas son produit en main. Et que c'est par ton visuel que tu vas créer de l'envie dans un premier temps. Ça dépend du produit, hein. Tu as des produits qui sont pas sexy du tout.
sur des gros pièges à mouches avec des appâts un peu chelous. C'est difficile de le mettre en avant visuellement, mais à la fin, ça reste ce que tu vends. Tu vois. Donc, tu dois te concentrer là-dessus et rendre sexy ce genre de produit. Numéro 4, le truc le plus important et le premier truc que vous allez devoir faire et que de nombreuses marques n'ont jamais remis en question, même des marques qui cartonnent bien, c'est tester vos prix. Parce que c'est le premier A/B test que vous pouvez et que vous devez faire. Vous pouvez le faire parce que c'est l'A/B test qui requiert le moins de transactions. Vous allez avoir votre feedback très vite, si tu montes ton prix de ne serait-ce que 5 à 10%, tu vas avoir un impact direct sur tes performances et donc tu sauras quelle version attire le plus de rentabilité et vous devez, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, votre prix, ça restera toujours l'objection numéro 1. Et après, si tu veux un peu descendre, teste ton offre et remets en question tes tarifs de livraison. Mais si tu as déjà réussi à augmenter ton prix, tu as fait un gros move et c'est là-dessus que tu pouvais avoir de l'impact le plus fort avec le terme plus rapidement possible, quoi. Ouais. Pour le faire, pas besoin d'être bon en développement, pas besoin de savoir faire d'A/B testing ou de gérer Optimize, même si Optimize, là on est fin septembre, je crois que c'est la fin des haricots. Vous avez des apps sur Shopify, genre Dexter, je suis pas affilié, et il y en a d'autres, j'ai plus le nom en tête, qui se plug à votre Shopify, qui vous facture par session ou par transaction, je sais plus, mais qui vous donne une réponse qui impactera ad vitam votre business et que vous pouvez mettre en place super facilement. Et encore une fois, à moindre coût, ce que tu peux faire, c'est dupliquer ton produit. Bon, tu n'auras pas la donnée la plus pure. Tu dupliques ton produit, tu ajoutes tes 5% au prix sur ton duplicate de produit et tu fais ton test depuis l'acquisition. Ouais, t'envoies du trafic différent et tu vois ce qui se passe sur cette page de produit, quoi. Complètement. Et dans les deux sens, au niveau des tests produits, tout le monde pense qu'il faut toujours être moins cher que tout le monde. C'est complètement faux. Vous pouvez voir, il y a des paliers parfois où quand vous montez votre prix, il y a plus de crédibilité, il y a plus de sérieux, il y a plus de valeur perçue et votre conversion pourrait également monter. Donc faites vraiment des tests dans les deux sens et la majorité du temps, oubliez ce que vous pensez et analysez la donnée. Point. Et pour vous donner une petite stat, en moyenne, chez nous, on remet en question les prix de nos clients sur leurs best-sellers tous les 6 mois et sur les clients les plus actifs tous les 3 mois. Parce qu'en fait, on fait d'autres tests à côté. Sur 3 mois, on arrive à bien augmenter la valeur perçue du produit et le niveau d'éducation. Et en fait, on arrive au fur et à mesure à augmenter notre prix au fur et à mesure, à faire suivre l'évolution de la valeur perçue en même temps, tu vois. Et donc, sans faire baisser les perfs. Et si on valide un changement de prix, c'est que dans tous les cas, il est plus rentable. 5, communiquer clairement sur les modalités. Il n'y a rien de pire que d'avoir une mauvaise surprise au niveau du checkout et de se dire, ah merde, en fait, la livraison, elle coûte 10 balles et mon produit sera acheminé dans 15 jours. Si tu achemines vraiment ton produit dans 15 jours, si c'est à court terme, tu fais de la précommande et tu communiques clairement dessus à toutes les étapes de ton funnel. Et si c'est du plus long terme, dans tous les cas, ça peut pas être du très long terme parce que dès que tu vas stabiliser le trafic, il va falloir que tu aies une logistique qui soit plus efficace ou qu'elle soit dans le pays dans lequel tes clients sont. Mais il n'y a rien de mieux que la transparence. Même si tu shippes en 15 jours, dis-le directement dès le début et évite d'avoir des drops énormes de bad news sur tes étapes finales. Donc, parmi les modalités, j'englobe plus ou moins en fait ce qu'on va retrouver sur les réassurances. Garantie, tarif de livraison, délai d'acheminement du produit, mode de paiement, j'avais noté, retour remboursement et tout ce qui va être support, information d'entreprise et moyens de contact qui vont agir autant comme des facteurs d'assurance, de se dire je peux faire confiance à cette boutique parce que je sais qu'ils sont à portée de main ou qui communiquent clairement sur le siège de la boîte ou les informations entreprises, autant que sur la partie aide et assistance au cas où il y a vraiment un problème ou une question qui n'est pas répondue. Et cette partie-là, je vous conseille aussi, on va en parler un petit peu plus loin, d'être le plus proche possible de vos clients, surtout à court terme, parce qu'en fait, c'est eux qui ont toutes les réponses sur ce que vous devez améliorer sur votre funnel, bien plus que les A/B tests, puisque les A/B tests sont toujours basés sur des hypothèses qu'on se fait de notre trafic, mais plus on va avoir, nous, de l'information de ce trafic-là mené par des enquêtes ou autres, plus on va réussir à avoir des hypothèses qui ont du sens et qui seront positives le plus possible. Donc ça, le mieux, ça peut être quoi? Ça peut être d'avoir un WhatsApp, par exemple, le chat sur la fiche produit disponible avec quelqu'un au début
qui va passer beaucoup d'heures pour aller collecter un peu le ressenti prospect? Alors déjà, par exemple, le numéro de téléphone, c'est pas le truc le plus facile à mettre en place. Parlons du chat dans un premier temps. Le chat, c'est le truc le plus simple à mettre en place. Ça peut être handle par tes équipes de support, même si je te conseille de faire le support au début toi-même, parce que c'est toi qui vas être en contact direct. Au début, tant que vous n'avez pas d'oseille, tant que vous n'avez pas de business, vous devez comprendre ce qui va faire la vente. Et donc, la meilleure façon de pouvoir savoir ça, c'est imaginer comme si vous étiez dans la rue en train de vendre vos produits, quoi. Il faut que ce soit pareil sur Internet. Moi, je reçois des messages tous les jours de personnes qui me demandent d'auditer leur site parce qu'ils font pas de vente. Et si tu as du trafic, déjà, il faudra investir un petit peu pour ramener des gens sur ta boutique et les confronter à ton message. Parce que si tu n'as jamais poussé ton message auprès de ton audience cible, comment c'est normal tu que tu n'as pas vendu ton funnel. Et en plus de ça, contacte-les, appelle-les. Si en plus t'es proche et t'as pas beaucoup de budget pour ton testing, appelle-les tous une par une. Chaque personne qui est passée sur ton site, que tu as réussi à capturer, rentre en contact avec elle et va chercher de l'information. Tu verras qu'ils sont super sympas à la fin. Et va faire des ventes. Enfin, moi, je connais des gens qui ont démarré avec, tu sais, quand tu démarres avec 50 balles, 100 balles, 200 balles et tout, dans l'e-com, dans le drop et tout, t'es un peu en galère et tu fais comme tout le monde, tu lances une mauvaise pub Facebook, tu génères un peu de trafic, ça fait pas de vente. Tous tes paniers abandonnés, appelle-les. Bonjour monsieur machin, j'ai vu que vous achetez sur votre site, vous n'avez pas finalisé votre commande, est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'il y a un problème avec votre carte bleue? Est-ce que le produit vous plaît? Pourquoi est-ce que vous cherchez à l'acheter? Tu vas closer des ventes. Alors oui, ça va te demander de sortir ton téléphone, t'enlever les doigts du cul et de te mettre à bosser. Au début, t'es là pour ça. T'es là pour ça. Même au milieu, hein. Même à la fin, s'il y a une fin. Parlons-en. Donc, il y a le numéro de téléphone ou le fait de se rendre disponible. Tu as plein d'encarts qui se font de plus en plus, particulièrement, je le vois de plus en plus sur des marques de cosmétiques. Dès que tu arrives sur les fiches produits, tu as un conseiller disponible pour répondre à vos questions par téléphone, par WhatsApp ou via le live chat directement. Ouais. Je vois de plus en plus de marques qui communiquent leur numéro de téléphone sur les étapes de checkout, qui le font passer dans la bannière, pour ceux qui ne sont pas Shopify Plus, etc. Ouais. Pour, encore une fois, avoir du trust et montrer aux personnes qui galèrent potentiellement, qui ont vraiment un problème, qu'on est disponible et qu'on est accessible facilement. Ça rassure et il y a tous les bienfaits. Et en plus de ça, tu as une personne qui peut te contacter avant achat sur laquelle tu peux gratter de l'information. Après, tout ce qui va être formulaire, nous, c'est des choses qu'on commence bien à mettre en place. Donc déjà, tu as des apps qui te permettent d'injecter des formulaires sur lesquels tu vas pouvoir poser des questions à tes prospects ou enfin, du coup, à tes clients sur les thank you pages. Okay, donc, dès qu'il est passé sur ta thank you page, t'injectes un formulaire qui est limite qui êtes-vous ou même quelles sont les 3 raisons pour lesquelles vous avez acheté. Tu peux le faire sur desktop, sur des exits pop-up. Dès que la personne quitte la page, je peux déclencher un pop-up qui contient un formulaire en 3 clics sur lequel il peut répondre la raison pour laquelle il s'en va ou ce qu'il venait faire sur ce site, chercher. Bref, ça dépend de l'information que tu as envie de récupérer à court terme. Si c'est juste pour déclencher ta première vente ou si c'est pour optimiser quelques parties de ton funnel sur lesquelles tu as envie d'obtenir des réponses. Ouais. Et tu peux même l'injecter aussi au fur et à mesure. Là, ça se fait de plus en plus avec des outils comme Hotjar, qui sont des outils qui te permettent d'avoir des zones de chaleur sur ton site. Ils te permettent d'injecter des petits pop-up formulaires sur ton site au bout de X secondes. Par exemple, 30 secondes, comment se passe votre expérience? Bien, pas bien. J'enregistre de l'info. Attention, bien évidemment, quand on fait ce genre de truc, à être dans cette idée d'expérimentation, de bien segmenter, de laisser suffisamment de temps, mais pas trop de temps. Exactement les conseils que Thomas nous disait tout à l'heure. Hotjar, par exemple, ça va ralentir en général la navigation de votre site internet, surtout si vous êtes sur un WordPress. C'est des outils qui génèrent du script en permanence et donc ça peut ralentir. Faites pas tourner ça pendant 6 mois non-stop, vous allez péter votre SEO pour tous ceux qui font du SEO par exemple. Mais effectivement, allez collecter de la donnée. Autre point, appelez vos clients. Tous les clients là qu'ils ont acheté, si vous n'avez pas d'oseille pour l'application, vous ne savez pas comment marche l'application, l'objectif c'est de récupérer la donnée. Vous appelez les gens, bonjour, Thomas, fondateur de la marque, je vous appelle, pourquoi vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous a fait vous décider? Qu'est-ce que vous recherchez à avoir avec notre produit? Et les gens, ils vont vous kiffer de ouf. Hein. Les gens vont vous kiffer de ouf. Ouais, ça crée une bête de proximité, surtout avec tes premiers clients qui deviennent quasi instantanément des ambassadeurs de ta marque, parce que c'est très rare d'avoir un fondateur de la marque sur laquelle je viens d'acheter qui va me call directement. Et puis vous, ça vous permet d'avoir des infos de ouf. Et j'ai 1000 exemples pour appuyer ce que tu es en train de dire de personnes qui ont vraiment appelé leurs clients, qui avaient déjà déclenché la vente. On n'était pas en train de savoir si le business fonctionnait. On l'a fait année plus 1, année plus 2, année plus 3.
de business. Et en fait, à long terme, ça te permet même d'identifier la manière dont ton trafic évolue si l'âge, etc. Parce que meilleur sur ces créas, t'es meilleur sur certaines parties de ton site. Et ça te permet aussi de voir un petit peu les variations environnementales ou à long terme de ta marque, de ton marché, de tout ça, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on fait sur la B-test au final, parce que moi, c'est pas impossible que 3 tests gagnants qu'on a fait cette semaine s'avèrent faux l'année prochaine, parce que les comportements d'achat évoluent et c'est l'intérêt de remettre en question sans arrêt ton expérience. Il nous reste 3 petites étapes qu'on va résumer assez rapidement. La première de ces 3-là, donc la 6e au global, c'est changer qu'une seule variable à la fois. On l'a dit, même si vous ne faites pas d'A/B test, même si vous n'avez pas une vraie méthode CRO, vous devez être capable de mesurer et de traquer ce que vous faites à n'importe quel endroit de votre business. Ça marche sur le site, mais ça marche partout ailleurs, sur chaque interaction que vous allez avoir avec votre client, sur chaque pub que vous lancez n'importe où, vous devez être capable de mesurer ce que vous faites. Et donc, ça passe par être capable d'identifier ce qui marche bien, donc ce à quoi mon trafic réagit positivement, mais aussi d'écarter ce qui marche mal, parce qu'en fait, tu peux facilement catégoriser des groupes de modifications. Quand tu vas toucher à des visuels, quand tu vas toucher à des offres, quand tu vas toucher à des compteurs ou de l'urgence, tu peux facilement ranger plein de groupes de modifications dans des cases et avoir pas mal d'informations sur ce que tu ne dois pas continuer à faire sur le reste de ton funnel. Et si tu changes toujours ton site à chaque fois, toi tu parlais qu'on a fait fonte sur ton site récemment, nous on fait peu de refonte. On fait peu de refonte parce qu'on essaye de changer le moins de variables possible et être capable de dire oui ou non si ça marche ou pas. Maintenant c'est un site qui générait un petit peu moins de trafic des sites avec lesquels on a l'habitude de bosser. On a appliqué des bonnes pratiques de potentiel de personnalisation sur mon thème, mais on n'a pas changé l'intégralité du funnel sur les offres qui étaient déjà pratiquées, sur les couleurs, même sur les visuels, etc. Je n'ai pas perdu en niveau d'information sur mon site. J'ai fait gaffe à conserver ces variables-là, que ce soit même au panier ou ailleurs, pour plus tard potentiellement les remettre en question, mais ce n'était pas le moment de le faire pendant la refonte. Exactement. Non. Moi, je t'ai plutôt demandé de faire une presta un peu ponctuelle. Tu avais un peu de dispo, tu as accepté de me filer un coup de main et c'était très bien d'ailleurs. Numéro 7, et là on arrive vraiment sur la fin, c'est que ce soit avant ou après, il y a des bonnes pratiques, il y a des manières de faire. Donc tant que vous ne dépassez pas les 1000 transactions par mois, améliorez l'expérience que vous avez sur votre site en vous basant sur vos interactions clients, comme on l'a dit juste avant. Donc, vous avez le droit de remettre en question vos prix, vos offres et vos visuels parce qu'on sait que ça a un impact très fort sur vos perfs. Mais pour le reste, remettez-le en question plus tard ou remettez-le en question seulement si vous avez de la donnée. Et dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à jongler très profondément sur vos analytics, basez-vous seulement sur vos clients, sur les questions qu'on vous pose au quotidien au support, alors qu'elles sont répondues sur votre fiche produit, ça veut dire qu'elles sont mal mises en avant, sur les frustrations qu'ils peuvent avoir, encore une fois, sur les modalités que vous avez mal communiquées, comme les garanties, tarifs de livraison, politique de retour, etc. Vous devez rassurer partout. Si vous êtes une boutique qui parle de fashion, les questions de taille, c'est vraiment les trucs indispensables sur lesquels il faut être super efficace, de communiquer d'une sur ce qui fit et comment ça fit, et de 2 sur les retours. Si vous êtes une marque de cosmétiques, c'est super important de bien mettre en avant les conseils d'utilisation et la manière dont ça va être intégré dans la routine. Et oui, après, les principes actifs et la composition qui vont venir augmenter, moi, ma valeur perçue produit. Et en fait, ça, c'est un discours qui est assez vague, qui s'adapte à votre typologie de produit. C'est difficile de donner une pépite pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de pépite pour chaque niche. Il y a pas et malheureusement, ça n'existe pas. Et les seules pépites sont détenues par vos propres clients ou les personnes qui ont déjà interagi avec vos publicités et votre site. Mais déjà, typiquement, si vous faites de la SAP et que vous parlez du fit, de comment ça fit en fonction de votre typologie de corps, etc., déjà, vous faites plus que 80% du marché, vous avez gagné. Vous brisez des grosses objections qui font partie des fondamentaux de votre typologie de produit. Exactement. Et puis après, bon, CF, les géants de l'e-commerce, des mecs comme Zalando, ils ont fait le retour gratuit, etc. parce qu'ils savent que les gens, ils achètent de façon frénétique, mais ils renvoient également de façon frénétique. D'ailleurs, ce qui est un peu un problème sur le marché de la SAP, on fait quand même pas mal de vêtements. Et les gens ont ça. Enfin, c'est comme Amazon. Ils ont pris l'habitude de pouvoir retourner gratuitement, rapidement. Et donc, ils le font. Il y a beaucoup de gens qui achètent, mais en fait, ils achètent comme s'ils essayaient. C'est très, très, très particulier comme façon de consommer. Ouais, mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que tu as vraiment beaucoup de choses. Alors, déjà, qui sont lead par les évolutions que fait Amazon sur les retours ou sur les trucs dans le genre, mais aussi de duplicate d'expérience en physique. Par exemple, si vous ne saviez pas,
on s'est rendu compte, mais c'est même des stats qu'on peut trouver assez facilement, que la moitié des utilisateurs qui abandonnent le panier sur votre site le font parce qu'en fait, vos utilisateurs utilisent leur panier principalement pour sauvegarder leur commande pour la prochaine fois. Ils l'utilisent un peu comme une wishlist ou un endroit de storage. Et toi, quand tu essayes de rattraper à tout prix tes paniers abandonnés, etc., dis-toi qu'en fait, c'est juste qu'il était dans sa fitting room et qu'il a mis son t-shirt de côté, il repassera demain. Et donc, faut faire gaffe. À la fin, ton utilisateur, ça reste toujours une personne physique comme toi et moi, qui a pu voir ta pub dans le métro. Sois pas frustré si tu as un abandon de panier, parce qu'en fait, ça peut être dans 1000 situations possibles et imaginables. Et fais gaffe aussi, du coup, si on repasse sur la partie Amazon, aux évolutions qui sont faites sur l'aspect customer-centric et les retours ou la manière dont on facilite l'acheminement du produit et toute l'expérience qu'on va avoir une fois que l'achat est passé, parce que ça impacte naturellement ta boutique 100%. Parce que tes clients font partie. Parce que tout le monde achète sur Amazon, tout simplement. Parce que tout le monde achète sur Amazon, carrément. Et numéro 8, on va clore un peu cette vidéo, sauf si tu as des questions, Enzo. Dès que vous dépassez ces 1000 transactions, il y a une vraie méthode de CRO et faites du test. Tu peux le faire step by step, tu vois. Nous, on n'est pas devenu une boîte CRO du jour au lendemain. On était une boîte de dev. On a juste découpé nos refontes en les publiant au fur et à mesure, au lieu de tout publier d'un coup, parce que la dernière refonte qu'on s'était fait, on avait perdu 1% de conversion et c'est nous qu'on blâmait, tu vois. Donc, allez-y au fur et à mesure. Prioriser tout ce qui est fiche produit, donc preuve sociale, figure d'autorité, visuel, le panier sur la partie réassurance, sur la partie jauge, la manière dont on va challenger notre utilisateur, tout en communiquant l'information ou les cross-sell, et prioriser des choses qui ne sont pas futiles, qui ne se situent pas tout au fond de la page ou qui ont peu d'impact global sur vos perfs. Si vous arrivez à inclure de la donnée là-dedans, eh ben c'est encore mieux. Et puis à terme, si les profits et le trafic le veulent, évidemment faites rentrer une team en interne ou externalisée, parce que dans tous les cas, vous aurez plus le temps de gérer votre site e-commerce. Vous aurez déjà des teams qui s'occupent de vos médias, de vos achats médias, qui s'occupent de votre CRM, et c'est la suite logique. Et encore aujourd'hui, le point qui est un des plus ignorés encore sur la partie e-commerce. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour tous ces conseils. Thomas Giraud, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, des applaudissements s'il vous plaît dans les commentaires juste en dessous sur YouTube. Merci pour tous ces conseils, vraiment. Moi, j'ai découvert quelques points et ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que ça sera le cas pour vous tous. N'hésitez pas à donner votre retour dans les commentaires. Quel est le conseil, quelle est la vision qui vous a le plus inspiré, que vous allez mettre en pratique dès demain dans votre business e-com. Bien évidemment, on mettra le lien de la chaîne YouTube de Thomas. On va également faire une interview, une vidéo de moi chez Thomas. Donc, vous pouvez aller voir le deuxième contenu si ça vous intéresse. On va parler de quoi, Thomas, d'ailleurs, chez toi? J'aimerais bien qu'on discute de ton modèle, parce que tu vois, par exemple, les e-commerçants avec lesquels j'interagis le plus dans l'agence sont des personnes qui sont DNVB majoritairement. Voilà, DNVB, une seule boutique, grosse équipe. Je dédie tout mon temps, ma vie, mon attention à cette structure-là. Et j'ai moins de personnes qui optimisent chacune de ces étapes-là pour tirer le plus de profit possible, quitte à ne pas ancrer une marque dans la tête des gens et à maximiser un peu mon lifestyle, ce que je fais et ce que tu fais assez bien, je trouve, surtout en ayant une quarantaine de boutiques comme tu me le disais. Et donc, j'aimerais bien juste remettre en question avec toi cet aspect vision. Parce qu'en fait, tout part de là dès le début, de se dire tiens, bien sûr, c'est l'idée de départ qui fait le résultat aujourd'hui, avec ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'il y a plein d'avantages aujourd'hui, c'est très cool. À base, on fait 300 000 € de chiffre d'affaires par mois, ok. Période haute, 1 million en décembre, hein, on y va, on n'est pas loin, hein, on va y arriver. Mais il y a aussi un brin incroyable en back-office à devoir gérer. Et sur les systèmes que tu montes, tu vois, pour regarder le même process. Nous, on a des boutiques, on a des clients qui ont quand même plusieurs boutiques qui arrivent à centraliser les mises à jour. Comme nous, on synchronise 6 ou 8 pays d'un coup avec les modifications qui sont appliquées. Donc, tu vois, c'est des problématiques qu'on rencontre d'un côté et j'aimerais bien remettre en question ou du moins avoir ta vision pour qu'on puisse. Le but, c'est pas de définir la vérité ou quel est le meilleur modèle, c'est juste de comparer un petit peu de s'enrichir de tout ça. Et je parlerais bien de sources de trafic aussi, parce que vous êtes beaucoup SEO, Google, j'ai l'impression. 80% du chiffre d'affaires aujourd'hui est généré par Google, et sur ces 80% par Google, 65, 70 en SEA. Ouais. Intéressant. Et ben écoute, si après on a le temps et qu'on peut parler de l'organisation d'équipe,
est-ce que tu as une team par boutique ou est-ce que tu arrives à centraliser un petit peu tout Non, le on a monde une pour être team efficace, groupe, ouais. On a une team groupe. Surtout, ça, c'est des sujets qui, en tout cas, moi, m'intéressent et qui, je suis sûr, intéresseront d'une part les e-commerçants qui sont à fond sur leur shop et qui ont une team dédiée, tout comme les personnes qui se lancent et qui s'apprêtent à dédier corps et âme à leur boutique, à leurs produits mineurs ou à leur aventure. Mais leur aventure, c'est un peu le global. J'ai envie de dire que tu es 40 boutiques ou une seule, tu vis une aventure quand même dans tous les cas. C'est clair. Mais ouais, c'est intéressant, on creusera ça un petit peu. Avec plaisir, le lien du coup The Déployeur pour retrouver l'agence de Thomas, son thème également Shopify Full Stack, le lien de sa chaîne YouTube, tout ça dans la description juste en dessous. Et puis le lien également de la vidéo qu'on va tourner qui arrivera dans quelques jours lors de la publication de cette vidéo. Merci à tout le monde, les likes, les commentaires, les abonnements. Merci à Thomas pour tes précieux conseils et tes précieux retours. Et puis on se rendez-vous dans une prochaine aventure. Merci à tous pour votre attention. À bientôt.